Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis de vous avoir et d'avoir pu prendre un peu de temps de tous ces professionnels qui sont déjà sur le pont pour reprendre les tournages. Justement, on est là pour parler de reprise. Depuis maintenant le 16 mars, effectivement, tout le monde attend ce moment-là avec impatience. Au 16 mars, il y avait à peu près une centaine de tournages, longs métrages et fiction en France qui étaient en tournage, une cinquantaine de films qui étaient en prépa très, très active, puisqu'il y a certains quelques jours de tournée, certains une semaine, 2 semaines. Et puis il y avait un peu moins d'une centaine de films qui étaient en post-production en France. Aujourd'hui, les signes sont positifs, évidemment, pour nous en tant qu'individus. La crise sanitaire est toujours là, mais les voyants sont verts. Nous sommes tous aujourd'hui en vert. Mais les autres signaux pour, en tout cas, la reprise des tournages qui sont positifs, c'est entre autres l'existence maintenant depuis quelques jours du guide des préconisations des CHSCT cinéma et audiovisuel, qui du coup vient compléter les recommandations du ministère du Travail qui ont été diffusées en mai. Tout ça pour accompagner au mieux la reprise des tournages. Et puis, depuis hier, enfin depuis le 1er juin, le CNC a mis en place un fonds d'indemnisation de 50 millions d'euros pour justement les tournages qui vont tourner là dans les semaines qui viennent. En tout cas, c'est un fonds qui est ouvert jusqu'au 31 décembre 2020. Et puis, voilà, les mairies commencent à aussi être de nouveau sollicitées et, et puis à délivrer de nouveau des autorisations de tournage. Nous avions, en tout cas en Pays de la Loire, au moment du confinement, nous avions plusieurs tournages qui étaient en cours. Un long métrage sur Nantes qui s'appelait Petite Solange, une fiction télé pour TF1 Alice Nevers qui se tournait à Noirmoutier. Le 16 mars, ils étaient à J+2, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé, ils avaient fait 2 jours de tournage. Et puis plusieurs courts-métrages qui étaient en préparation et un long-métrage qui était à une semaine de se tourner à Nantes. Thomas pourra nous en parler puisque Thomas, en plus, est avec nous ce matin, le directeur de production. Voilà, je remercie du coup tous nos intervenants d'être là ce matin. On va faire un petit tour des bulles. Quelques petites règles, s'il faut en donner sur ce webinaire, pour vous qui nous écoutez. Vous avez sur votre fenêtre tout en haut 2 modes d'affichage, soit un affichage par intervenant, c'est-à-dire que là, vous voyez soit celui qui parle, soit il y a un mode de système de rotation pour vous voyez en pleine fenêtre tout le monde, soit un système de vue de galerie pour voir tout le monde en même temps. Vous avez en bas un onglet questions et réponses qui vous permet justement d'interagir et de poser des questions si vous avez une question précise à poser à l'un des intervenants. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour en tout cas des infos. Je tiens à saluer la présence, elle nous écoute et elle est peut-être qu'elle nous fera le plaisir de nous dire quelques mots en fin de webinaire de Régine Catin, qui est notre élue en charge du cinéma au Conseil régional et qui est évidemment très attentive à ce qui se passe sur le territoire. Et puis également Guylaine Haas, je sais qu'elle est également avec nous, qu'elle nous entend, conseillère cinéma au Conseil régional qui s'occupe de la politique cinéma et du fonds d'aide régional. Voilà. Je laisse la parole à la plateforme, peut-être, qui va nous faire un petit coucou. Oui, bonjour à tous. Voilà, merci d'être nombreux en ligne pour nous écouter.
pour écouter principalement nos intervenants aussi, que je remercie d'être présents. Et dire aussi qu'on est très heureux de ce partenariat avec le BAT voilà, qui a fait un super boulot sur la conception et la mise en œuvre de ce webinaire. C'est un peu expérimental tout ça, de se retrouver en ligne, et on doit dire que c'est aussi très frustrant de multiplier les réunions en Zoom, mais celle-ci est encore plus frustrante parce qu'on ne voit pas vos têtes et on ne peut pas vous entendre. Mais croyez bien qu'on voilà, on se rattrapera dès que possible pour voilà, faire vivre ce réseau et fêter la reprise dès que ce sera possible. Donc voilà, merci à tous d'être présents. Et puis pour nous, ça a évidemment beaucoup de sens de faire ce webinaire, parce que c'est évidemment une question, la question centrale de la filière. Donc c'est très bien de pouvoir coopérer avec le BAT sur le sujet. Ça s'inscrit aussi dans la continuité du travail qu'on entreprend autour du sondage et du diagnostic de la filière. Vous savez qu'on a publié un sondage qui a été renseigné par un peu plus d'une centaine de professionnels en Pays de la Loire, et que ce sondage nous permet d'avoir un certain nombre de matériaux pour dialoguer avec les collectivités et mieux comprendre la situation et ajuster voilà, les dispositifs de soutien. Donc merci à tous, et puis voilà, bon webinaire. À tout de suite. On t'entend pas, Pauline, hein? Pardon, j'avais désactivé mon micro. Qui veut commencer qui a le doigt sur son micro à désactiver ou activer? Alain? Bonjour, oui, j'avais le micro. Une brève présentation, je suis donc directeur de production et producteur exécutif sur certains projets. J'étais en préparation d'un unitaire pour France 3 à Tours, dont le tournage était prévu en avril. Donc on s'est arrêté en fin de préparation le 15 mars. J'ai mis tout le monde au chômage partiel. C'était le premier petit combat à mener à un moment où on s'est mis en confinement. Donc j'ai mis au chômage partiel les gens qui étaient sous contrat, mais aussi ceux qui étaient en promesse d'embauche, c'est-à-dire la quasi-totalité de l'équipe du tournage. Et c'est toujours le cas pour certains qui en finissaient début mai. Le monteur, etc., est toujours au chômage partiel. Voilà. Et après, pendant le confinement, j'ai mené aussi la préparation d'une série pour Arte qu'on devait tourner en juillet-août. Voilà, et j'ai abandonné la série Arte la semaine passée pour me consacrer uniquement sur l'unitaire France Télévisions en Touraine, qui va se tourner à partir du 3 août. Et donc, je reprends la préparation. Il faut revalider les décors, refaire un plan de travail. Enfin voilà, une nouvelle pré-préparation, tout en tenant compte quand même du travail déjà effectué, mais aussi des soucis qu'on va découvrir au fur et à mesure de la reprise. Voilà, en quelques mots. Merci Alain. Thomas, tu es avec nous? Oui, bonjour, je m'appelle Thomas Santucci, je suis directeur de production. Je suis par ailleurs président de l'association des directeurs de production. Et moi, je m'occupe du film Compagnon qui était censé se tourner le 23 mars à Nantes principalement. Nous avons été donc arrêtés à une semaine du début du tournage et voilà. Et on est en phase d'étude de reprise. On espère tourner le 22 juin à Nantes. Voilà. Chouette. Corinne, peut-être, du coup. Comme ça, on va rester sur le même film. Bonjour, je suis Corinne Artru et je suis régisseuse adjointe et je suis également membre et trésorière de l'AFR. Et j'ai rejoint pour cette deuxième session de tournage Thomas pour l'accompagner sur cette reprise. Voilà. Merci Corinne. Ali? Oui, alors bonjour, je suis Ali Ferkaoui, je suis premier assistant réalisateur et vice-président de la FAR, donc l'Association française des assistants réalisateurs. Non, moi j'étais pas sur un projet au moment du confinement, mais j'ai fini juste avant le confinement. Mais on a été très actifs ces dernières semaines justement à débattre avec toutes les associations sur les protocoles de reprise. Et puis voilà. Merci. Yann?
Oui, Yann Le Borgne, je suis repéreur, membre de l'association des repéreurs. Et avant le confinement, j'étais sur un début de repérage sur une série TF1 parisienne. C'était vraiment un tout début de prépa, donc ça s'est arrêté le 16. Repoussé de 2 mois et finalement repoussé d'un an. Et puis, depuis le 12 mai, en fait, j'ai commencé un autre projet, du coup, entre Bretagne et Pays de Loire. Euh, donc la partie Bretagne qui était des châteaux, donc voilà, pas plus simple à aborder, en tout cas dans cette période-là. Et puis là, je vais commencer plus sérieusement la partie nantaise, où c'est des appartements, donc forcément avec la problématique des appartements. Voilà, en espérant que ça soit plus simple qu'en région parisienne, où voilà, que les gens sont moins traumatisés que du côté de la capitale, quoi. Voilà. Bon, merci pour ce petit tour de bulle. Si on devait commencer par quelque chose pour parler de la reprise, est-ce qu'on pourrait commencer par parler justement des signes qui sont positifs, parler notamment des recommandations des CHSCT, peut-être du ministère du Travail aussi, qui a évidemment donné des indications. Mais, Ali notamment, ou même Thomas, je sais que vous avez été très actifs dans ces discussions-là au niveau national. Est-ce que du coup... le premier signe positif, c'est que les partenaires sociaux sont entendus, les partenaires sociaux spécifiquement du cinéma et de l'audiovisuel se sont entendus pour un document non exhaustif, mais quand même assez épais, qui cadre les réglementations sanitaires qui permettront de reprendre les tournages et les post-productions du reste dans des conditions de sécurité intéressantes. Donc ça a été de longues discussions menées par les syndicats de producteurs et syndicats de salariés sous l'égide du CCHSCT, le Comité Hygiène et Sécurité. C'est en cours ce document est public, est en cours de validation par le ministère du Travail, peut-être même qu'il sera validé dès aujourd'hui. Ça, c'est un signal positif. Et l'autre signal positif, c'est la mise en place du fonds de sauvegarde abondé par le CNC et les régions, qui permet de se substituer à certaines défaillances des assureurs privés sur les conséquences du Covid-19. Donc, c'est une couverture qui est non exhaustive et pas aussi malheureusement étendue qu'on aurait pu l'espérer, mais qui permet au tournage qui était sur le point de se faire, ou à plus forte raison qui était en cours, de reprendre dans des conditions où un filet de sécurité existe en cas de sinistres liés au Covid-19, à voir si ça permettra à des projets qui sont tout à fait en début de préparation de se faire dans les prochaines semaines. Ça, c'est une autre question. Mais ce sont deux signaux positifs. Et puis, le signal le plus positif, c'est que globalement, la pandémie semble refluer sur la totalité du territoire national, et qu'à raison que on garde des comportements, peut-être que cette pandémie va disparaître dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ce que nous espérons tous, évidemment, pour des raisons de santé publique dans un premier temps. Voilà, peut-être que Ali peut parler des actions qu'on a entreprises conjointement avec donc l'AFAR, l'association des assistants réalisateurs, l'ADP, l'association des directeurs de production, et l'AFR, l'association des régisseurs. On a consulté l'ensemble de la filière entre début mai et le 20 mai environ, pour essayer de faire remonter des informations sur la perception que les techniciens, les producteurs, les réalisateurs, les comédiens ont du virus, et de leur projection sur la capacité de travail qu'on peut avoir dans cet étrange pays sous Covid-19. Ali, peut-être que tu peux nous raconter, nous faire ce récit. Oui, alors en fait, on a été sollicité un peu en parallèle et en sous-main, j'allais dire, des discussions officielles, parce voilà, en tout cas, nos associations de techniciens respectives, pour pouvoir réfléchir chacune sur des propositions des propositions
pour mieux aborder les tournages pendant la crise, et aussi un peu poser sur le papier nos différents questionnements. Donc ça a concerné quasiment tous les postes. Chaque association a rédigé un document de synthèse il y a à peu près un mois, on va dire, qu'on a partagé en commun via l'interassociation des techniciens. Et puis à la suite de ça, on a commencé effectivement des consultations avec un socle commun qui est l'ADP, les directeurs de production, la FAR et l'AFR, les régisseurs, pour pouvoir échanger pendant voilà. Et donc ça a été très riche, parce que ça nous a permis effectivement que chacun puisse s'exprimer sur les problématiques propres à chaque poste. Donc on a la première réunion qu'on a fait concernait d'abord le tout début de préparation et tout ce qu'il fallait aborder en tout début de préparation, à savoir dès l'étude du scénario et en fait la nécessité de revisiter les scénarios sous le filtre Covid, on va dire. On a parlé également lors de cette première réunion de la problématique des repérages et donc des décors, du fait qu'il fallait des sens de circulation. Il fallait avoir des décors qui permettent d'avoir le plus possible un sens de circulation. La problématique des petits décors qui allaient peut-être devoir être relocalisés en studio parce que pour des histoires de distanciation. On a continué ces réunions-là avec tout le HMC, c'est-à-dire les chefs costumiers, les maquilleurs et les coiffeurs et les chargés de figuration, parce que en fait, ils font partie des techniciens les plus exposés du fait de leur proximité avec les comédiens et les figurants qui, par définition et à l'image, ne peuvent pas être masqués. Voilà, donc c'était vraiment pour nous vraiment une réunion clé, parce que, et bien évidemment, voilà, chacun fait part de ses recommandations. Et voilà, on a continué avec les métiers de l'image, avec bien évidemment les chefs opérateurs, les assistants caméra, les électromachinaux, pour lequel il y a une autre problématique, c'est que ce sont des départements qui qui travaillent avec du matériel en commun, qui se passent beaucoup de matériel. Donc même s'ils peuvent porter des masques et essayer de respecter des mesures de distanciation, il y a toute cette problématique de circulation de matériel d'une personne à l'autre qui doit être pensée. Et on a continué bien sûr le lendemain avec le son, un peu la même problématique, avec pareil l'exposition des comédiens lors des j'en sais rien moi, par exemple de la pose des micros HF. Grosso modo, dans l'ensemble, tous les gens qui intervenaient avec les comédiens, l'idée c'était quand même de minimiser le plus possible les contacts, j'allais dire inutiles, pour éviter d'exposer les gens qui ne peuvent pas être masqués, donc les comédiens. Voilà, et donc c'était le cas avec le son et avec le HMC. On a continué ce travail avec la déco, les métiers de la déco, les accessoiristes, pareil, exposition et voilà, ce qui est revenu de ça, qui concernait aussi le HMC, c'était le fait qu'on voulait encourager le plus possible les comédiens à être plus autonomes dans cette phase, en tout cas, et à pouvoir gérer le plus de choses par eux-mêmes, que ce soit au niveau du HMC ou au niveau des accessoires, par exemple. Et on a fini notre semaine avec les différents postes, avec les cascadeurs, où là, c'était problématique, parce que forcément, tout ce qui implique des corps à corps ou des contacts rapprochés, il n'y a pas de solution miracle à l'heure où on se parle, à part les quatorzaines plutôt imposées, ou les tests qui ne sont pas fiables à 100%. Voilà. Donc ça a été un peu notre tour d'horizon avec les différents chefs de poste. Et voilà. Et puis la semaine suivante, on a consulté les réalisateurs, les producteurs et les agents. Voilà. Et on a eu un bon ressenti, en tout cas au niveau des agents, par rapport à la disponibilité des comédiens à être plus autonomes et à jouer le jeu dans l'ensemble, voilà, de tout ce qui a été un peu énoncé entre les craintes des différentes associations, pour justement minimiser ce genre de choses. Voilà, dans l'ensemble.
Oui, voilà. Non, non, je réfléchis. Si on a eu une autre réunion, mais bon, avec un intervenant en risque de. Attendez, IPRP, intervenant prévention des risques professionnels, qui est Eric Ozanne, qui a été très, très enrichissante, qui a un peu resynthétisé un peu tout ce qu'on s'est dit avec les différentes associations, mais en mettant l'accent sur ce qu'il fallait vraiment retenir, sans céder à la paranoïa totale et à la panique, mais en gardant les points clés en tête, voilà, et c'est les préconisations auxquelles, enfin, qu'il recommandait, quoi. Voilà. Merci Ali pour toutes ces informations. Du coup, vous pensez que ça va amener peut-être le guide de préconisation à être complété par peut-être des fiches métiers, des questions de fiches métiers, avec des recommandations peut-être plus précises métier par métier pour que ou alors que en tout cas, que les premiers les premiers à expérimenter le tournage puissent faire des retours assez précis à leur pairs pour justement que ce soit le plus fluide possible et que ça aide les tournages d'une manière générale. Ouais, c'est la deuxième. Oh. C'est la deuxième phase du protocole du socle commun qui a été édité par le CCHSCT. Les consultations sont en cours et le CCHSCT consulte la CST et les associations professionnelles pour alimenter ces fiches. Alors qu'on ne va pas appeler fiches métiers, on va appeler ça fiches pratiques. C'est des situations de préparation, de tournage, de post-production dans lesquelles des préconisations, des recommandations plus précises sont faites que le cadre général qui est donné par le socle commun, disons l'étape 1 du guide du CCHSCT. Et ça devrait être publié, en tout cas c'était à l'étude, il y a une réunion en ce moment d'ailleurs à la CST pour essayer de synthétiser les contributions, en tout cas de les recueillir de la façon la plus exhaustive possible et après de les synthétiser, de faire le tri dedans. Et on espère qu'à brève échéance, ces fiches métiers, ces fiches pratiques pourront compléter le socle commun du guide qui a été édité. Ce qu'on peut dire aussi, et le boulot qu'on a fait avec les régisseurs et les assistants réalisateurs, notamment avec Ali, au cours de ces dernières semaines, la première chose qu'on peut se dire, c'est que la situation est extrêmement évolutive. Entre le moment où on a commencé les consultations, la deuxième semaine de mai, je crois, ou la première semaine de mai, on était un petit peu écrasé par le pas émotionnel et militaire de la pandémie et on était tout à fait perdu. On continue d'être un petit peu perdu, hein, je ne vous le cache pas. Et en tout cas, au fur et à mesure des semaines, on a pu avoir une vision plus claire de la vie, plus claire de la façon dont elle se mettait. Et ça a aussi apaisé un certain nombre de craintes. Et je pense qu'on va vers le beau temps en ce qui concerne le carcan que peut sembler être un protocole sanitaire de reprise des tournages et de l'activité de production en général. Ce qu'il faut se dire, voilà, c'est que le guide du CCHSCT reste très, très modeste dans sa formulation et tout à fait, le comité hygiène et sécurité, et notamment Didier Carton, le délégué général du CCT, qui se rédigeait de réunir toute cette réglementation, est tout à fait modeste et sur la question de l'évolutivité des recommandations. Et effectivement, les tournages qui reprendront dans les prochaines semaines vont alimenter l'expertise et je l'espère aussi alléger certains processus dans certaines situations de tournage. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est difficile une des leçons de ces vastes consultations que nous avons menées fait apparaître aussi qu'il est difficile, voire impossible, d'appliquer un protocole et un ensemble de recommandations à l'ensemble des tournages. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment, et cette conviction se forme de plus en plus à mesure qu'on reprend le chemin des préparations et qu'il faut faire du coup joint. C'est vraiment du sur-mesure pour chaque projet, pour chaque en premier lieu parce que les films sont de nature différente et
et convoquent des méthodes de fabrication différentes. Et d'autre part, les psychologies des sont différentes. Le degré de connaissance de la maladie est différent selon les gens. L'expérience qu'on a à titre personnel du contact avec la maladie est évidemment, il y a une lourde charge émotionnelle là-dedans. Donc il faut manipuler ça avec beaucoup de précautions. Encore une fois, je pense beaucoup d'humilité, et parce qu'on n'est pas, nous, assistants réalisateurs, régisseurs, directeurs de production ou autres techniciens. On n'est pas personnel médical, donc on prend des informations et on essaye de les comprendre, et donc ça invite à beaucoup de modestie et par ailleurs à beaucoup de bienveillance. Je pense que les techniciennes et les techniciens, les comédiennes et les comédiens, les productrices et les producteurs qui assènent des vérités toutes faites, qui sont gonflées de certitudes sur la manière dont il faut faire, je pense, avec beaucoup de respect pour chacun d'entre eux, hein, mais je pense qu'ils sont vraiment dans l'erreur. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup s'écouter et adapter et réfléchir à chacune des situations de tournage qu'on a pour montrer l'exigence de santé publique et de santé dans les équipes. Ça veut dire, Thomas, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller aussi jusqu'à imaginer, je ne sais pas, qu'on puisse, quel que soit le poste qu'on puisse avoir sur un tournage, qu'on puisse être malheureusement du jour au lendemain mis en quarantaine, en quatorzaine, et qu'un matin, voilà, la température est trop élevée, on me demande de rester chez moi et il faut au pied levé que quelqu'un me remplace. Oui, enfin, c'est une situation, je dirais que c'est la situation que j'espère que peu d'entre nous expérimenteront. En fait, il faut revenir un peu plus en amont et se dire que déjà, de la part de la production, quel angle dans l'obligation et le niveau d'engagement et de prise de conscience de l'obligation que l'employeur a d'assurer des moyens renforcés pour la santé et la sécurité au travail, ce qui est le cas en période de Covid, mais ce qui n'est finalement pas très différent enfin, c'est une qui subsiste, on peut dire, interroger de ton plus aigu, mais déjà dans le premier temps, c'est-à-dire les producteurs et les lecteurs de amont avant de relancer sur les qui mettent à disposition, pour les consignes Thomas, le... je crois qu'on t'a perdu, Thomas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je vous entends. Oui. Je dis que le protocole en fait, non. et les s'emparer. Je suis désolée, Thomas, on ne t'entend pas très bien. Je ne peux pas faire mieux, malheureusement. Ça doit être l'état de ma coquille. Mais si vous ne m'entendez pas, malheureusement. C'est bon. C'est revenu. Okay. Mais peut-être que si ma connexion est mauvaise, Ali ou Alain Bonnet peut prendre le relais sur ce que je dis. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il y a un engagement mutuel de l'employeur et de l'employé à se mettre dans les bonnes conditions pour éviter la propagation de la maladie, éviter la contamination des équipes. Et en premier lieu, ça relève d'une responsabilité et d'une prise de conscience individuelle. Si on respecte les gestes barrières, si la production a mis à disposition des équipements de protection individuelle et que les équipes les utilisent correctement, en fait, on est dans un environnement de contamination qui est tout à fait maîtrisable. Et après, effectivement, ça n'exclut pas le risque de contamination parce que le Covid ne s'arrête pas au lieu de travail. Donc, il faut continuer à avoir cette rigueur, y compris dans la sphère privée pendant le temps des tournages. Et il faut aussi que chacun des membres des équipes adopte une attitude responsable. C'est-à-dire que si on ressent des symptômes, il ne faut pas hésiter à aller consulter le référent Covid ou le producteur pour lui dire, voilà, je ressens des symptômes. Et il appartient au producteur de prendre en charge, ne serait-ce que de flécher vers un personnel médical qui est capable d'analyser la situation de l'employé. Et après,
ben, on verra si on est dans une situation de sinistre. Est-ce que le tournage s'arrête? Est-ce que le tournage s'arrête pas? Qu'est-ce qu'on fait de ce technicien? Est-ce qu'il est vraiment contaminé? Et on réfléchira au cas par cas pour adopter la bonne prise en charge de ce phénomène. Yann, toi qui as du coup recommencé à faire du repérage sur le terrain, on voit justement dans ce guide CHSCT qu'il y a notamment des logigrammes qui donnent des indications sur ce qui peut être un décor potentiellement entre guillemets dangereux en termes évidemment de pandémie. Est-ce que du coup tu t'es basé sur ces logigrammes et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour toi? Oui, ce logigramme, on l'a eu lors de la première réunion avec l'AFR, la FAR et la DPI. Je ne sais pas si c'est les chefs d'éco, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est un logigramme qui a circulé assez rapidement, qui a le mérite de flécher les choses. C'est-à-dire que il n'y avait rien d'extraordinaire dans le logigramme, mais c'est vrai que à un moment donné, on était un peu perdu, on ne sait plus par quel prendre le problème. Voilà, au moins, ça permet de dire les choses simplement. Moi, dans mon cas personnel, j'ai commencé très tôt parce que c'était une recherche de château en Bretagne, donc dans une région peu touchée. Au mieux, je vois 2 châteaux par jour, donc voilà, je rencontre 4-5 personnes dans la journée. Généralement, je les préviens que je mettrai un masque dès que je vais à l'intérieur. Voilà, ostensiblement, quand je sors de la voiture, je me lave les mains. Voilà. Mais c'est relativement simple. Voilà, comme on a des châteaux, voilà, déjà, en fait, ils étaient contents de voir du monde. Donc, la réalité, c'était ça, quoi. Donc, j'ai pas eu finalement, j'ai eu la chance de commencer par des repérages qui sont, dans cette situation-là, sont plutôt simples. Et là, je vais aborder des repérages plus compliqués, mais la situation est beaucoup moins stressante qu'il y a 3 semaines où, voilà, j'en discutais l'autre semaine avec Thomas, mais le premier jour, juste parce que j'avais du gel et du masque et puis une attestation à prendre, ça mettait dans un état de stress qui fait que du coup, on est obligé de rechecker, enfin, 2-3 petites choses en plus à faire dans la journée, ça devient un peu stressant, quoi. Le second jour, on est dans une routine et finalement, mettre un masque, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, mettre du gel régulièrement, c'est pas si compliqué non plus. Voilà, on est vite dans une routine finalement voilà. Après, je ne suis pas en condition de tournage et je n'ai pas encore fait des clips de repérage équipe. Voilà, il y a des questions qu'on commence aujourd'hui, mais finalement, ce sera que la semaine prochaine. Mais on sera que 5. Voilà, c'est pas encore voilà, c'est repérage avec les chefs de poste. Voilà. Et puis Certains encore. s'interrogent justement sur les déplacements. A priori, je vais passer en train donc de Paris à Rennes. Voilà. D'accord. Bon, voilà, après, ça, c'est des choix que moi, qui sont faits en production. En tout cas, pour les repérages. Après, peut-être que... il y a un mois, je pense qu'il serait venu en voiture. Enfin, voilà, des premières discussions, il y a un mois, enfin, on imaginait des protocoles, enfin, des mesures de sécurité sanitaire beaucoup plus drastiques. Mais même il y a 15 jours, enfin, la réalisatrice, elle est revenue il y a 15 jours de Royan à Paris. Ça semblait une expédition, alors que là, ça semble plus, voilà, c'est pas encore banal, mais après, je pense qu'en effet, c'est une question de responsabilité quotidienne, mais qu'on a aussi dans nos gestes quotidiens, qu'on va faire les courses, voilà, voilà, se protéger et protéger les autres, surtout que les masques, voilà, c'est une manière. Alors, moi, j'ai cette situation où je me protège et généralement, les propriétaires ne se protègent pas. C'est délicat de demander. Voilà, et encore une fois, voilà, c'est des lieux où on peut, quand on prend le temps de discuter, même si c'est à l'intérieur, on se met dans un salon et on a de bons mètres d'écart, enfin, voire plus. Donc, voilà, pas, on ne se discute pas dans un couloir, quoi. Voilà, j'ai commencé par des recherches idéales en fait pour des repérages, quoi. Donc, voilà.
crois que les châteaux, il n'y a pas plus simple. Enfin voilà, il y a toujours, même des chambres, parfois il y a 3 portes pour y entrer. Enfin, et puis elles sont grandes. Enfin voilà, il y a toujours au moins, il y a tout à fait possibilité de faire un circuit, voire plusieurs, un circuit dédié pour les comédiens. Enfin voilà, donc cette problématique-là nous a pas contraint dans ce début de repérage, quoi. Je ne sais pas si je ne sais plus la question. Je sais pas Si, c'était le transport et puis l'accès au décor. Ouais. En tout cas, comment se passe cette première phase. Ensuite, il y a justement toutes ces notions d'écriture, peut-être de réécriture. Alain, je ne sais pas si du coup, tu peux nous en parler un petit peu, justement, par rapport aux auteurs et aux réalisateurs. Tout d'abord, je rejoins tout à fait Thomas et Yann sur le côté barrière physique et masque. Ça, c'est vraiment la base. Et si tout le monde respecte ça, je pense que déjà, ce sera beaucoup. Mais c'est pas très simple dans le cadre du travail à respecter. C'est pas forcément simple. Il faut, c'est ce qu'on met en place nous, de notre côté. C'est effectivement d'adopter ce document, d'en sortir un document interne à la société. Dans chaque société de production, vous avez un DUER, qui est une évaluation des risques, qui doit intégrer le Covid, qui sera accessible par tous les techniciens. Donc, normalement, chaque société de production doit avoir un peu sa charte et l'intégrer à la DUER. Ça veut dire que chaque technicien, chaque technicienne aura accès à cette DUER et pourra vérifier que le producteur a mis tout en œuvre pour garantir, le côté sanitaire et risque et l'évaluation par rapport au décor et par rapport à l'équipe, etc. Ça, c'est un document que chacun peut avoir, peut se saisir et voir si tout est mis en ordre. Après, c'est une obligation, le risque zéro n'existe pas, donc il faut, en bonne entente, que chacun puisse participer, comme on le fait dans nos courses, au supermarché ou à l'extérieur, participer au fait de se protéger et surtout protéger l'autre. On a lu énormément de choses sur les tests, sur la température, tout ça. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. Je tourne début août, j'attends de voir. Et je pense que d'ici là, on ne parlera plus beaucoup de tests parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que vraiment la base, c'est les masques, se laver les mains et faire attention. Et d'éviter d'avoir des équipes trop nombreuses, de faire rentrer beaucoup de renforts, de faire rentrer beaucoup de figurations, d'avoir des éléments extérieurs qui arrivent. Voilà. Donc nous, on resserre. Moi, je resserre en tout cas l'équipe. J'allonge un peu le temps de tournage de 1 ou 2 jours, ça c'est à voir, l'assistante retravaille. Moi, je pense qu'il est préférable d'allonger un peu le temps de tournage, de travailler un peu plus lentement en étant moins nombreux. Je pense qu'on diminuera les risques. On retrouvera peut-être d'autres méthodes de travail aussi qui perdureront, qu'on avait un peu perdues. Ça, c'est pas inintéressant. Tout ça, techniquement, je pense qu'on n'a pas trop de soucis. Moi, je vais revoir les décors. Moi, j'étais à 10 jours d'un tournage, donc j'avais tous mes décors. Donc, je vais voir avec le régisseur général la semaine prochaine à Tours les différents décors qu'on avait, pour faire une première évaluation de ce que ça implique. Je n'ai pas envie de refaire des repérages, je n'ai pas le temps et je pense c'est pas possible. Artistiquement, on était très content de nos décors. Donc, par contre, je vais voir quel aménagement ça implique en logistique, entre autres, par exemple, sur les sanitaires, sur les loges, etc. Parce qu'on faisait rentrer, comme on faisait un peu auparavant, au chausse-pied, le HMC, les loges de repos, etc. Voilà, ça, c'est un peu compliqué à poursuivre comme méthode. Donc, ça, on va changer. Donc, je vais sans doute faire installer beaucoup plus de logistique. Et je vais, la semaine d'après, avec le réalisateur, le chef opérateur, l'assistante et le chef déco, refaire le tour des décors pour voir ce que ça implique artistiquement. Parce qu'on parle énormément de moyens sanitaires et de moyens d'organisation et de moyens à mettre en œuvre. Le problème reste quand même, à ce jour, ce qui se passe devant la caméra et les comédiens. Ça, c'est pas facile. C'est un peu conflictuel avec les réalisateurs, je dois vous avouer, parce qu'ils gardent un petit peu, ils veulent faire le meilleur film. Et un film, en ce qui me concerne, qu'ils avaient en tête avant de partir, et donc d'un seul coup, ils se retrouvent avec des contraintes. Et jusqu'où nous, production, imposons-nous des contraintes à la mise en scène sur le nombre de figurants, sur les cascadeurs et sur les scènes plus intimes entre comédiens qui devront se passer sans masque, on devrait être à moins d'1 mètre. Qu'est-ce qu'on tolère, nous, en tant que responsable de la production, et qu'est-ce qu'on impose à la mise en scène. Ça, c'est une ligne de crête qui n'est pas très facile pour le moment c'est assez tendu. Avec les réalisateurs, j'en avais 2, donc voilà. L'un ne veut pas trop lâcher sur sa mise en scène et l'autre est prêt à tourner l'année prochaine. Il dit, moi, je ne vais pas faire un film intimiste en plein été, qui se déroule en plein été, que je ne vais pas tourner durant l'été avec des comédiens à plus d'1 mètre.
Et normalement, c'est ce qui devrait se faire. Donc ça, c'est assez compliqué. Ça passait par une phase de réécriture, pour répondre à ta question, Pauline, de scénario. In fine, on a une version qui vient de sortir un peu réécrite. Rien n'a été changé. C'est-à-dire qu'effectivement, le cœur, voilà, certaines séquences qui étaient en intérieur, elles allaient en extérieur. Certaines séquences, on avait beaucoup de figures, bon, on en met un peu moins, mais in fine, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc, moi, je préconise toujours de tourner un peu plus longtemps, de prendre des précautions de travail séquentiel le matin, c'est-à-dire de faire entrer les électromachinaux, les faire sortir, faire travailler la caméra, enfin de faire un petit peu ce qu'on fait habituellement normalement dans la préparation du matin, mais de l'allonger un petit peu pour éviter de briser ces risques, ces gestes barrières. Et puis là, c'est plus compliqué quant aux scènes intimes, c'est-à-dire que ça dépend un petit peu aussi, comme disait Thomas, du vécu de chacun, du ressenti de chacun et des angoisses de chacun. On a des comédiens qui sont hypocondriaques, on le sait. On fait toujours venir des médecins sur les plateaux dès qu'ils ont. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus faciles. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, sincèrement. Je ne sais pas si à un certain moment, des comédiens vont refuser certaines séquences, si c'est un travail qu'on doit faire avec eux, qu'on doit d'abord écouter. Voilà. La réécriture du scénario, hélas, à la marge, elle se fait, mais elle se fait vraiment à la marge. Voilà. Pauline, je me permets juste d'intervenir pour faire le lien peut-être avec le chat, parce qu'il y a une question qui va dans ce sens-là. Quelqu'un qui évoque justement toutes ces mesures qui vont pouvoir être mises en place sur le plateau et qui demande si est-ce que ces mesures ont été prises en compte dans l'élaboration des nouveaux plans de travail, dans la reprise des préparations. Pour reprendre, ça fait l'objet justement. Après, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, on le met en place au jour d'aujourd'hui en fonction des connaissances qu'on a du virus. Il y a 3 semaines, c'est très court, 3 semaines. Il y a un mois, on n'était pas du tout dans cette. On mettait les gens en quarantaine. Enfin, et un mois après, on est déjà beaucoup plus tolérant. Peut-être dans un mois, ce sera le contraire. Donc moi, je tourne le 3 août. J'ajoute 1 à 2 jours de tournage actuellement sur le plan de travail qui était prévu sur 21 jours et je demande à l'assistante de retravailler dans cet ordre-là, dans ce sens-là, pour avoir des rythmes un peu plus lents et puis de cette façon à respecter un peu plus les gestes barrières et toutes les normes sanitaires. Peut-être que dans un mois et demi, ça ne sera plus le cas. Je ferai peut-être machine arrière. Ce qui est assez compliqué à la veille d'un tournage, de supprimer des jours, etc. Donc, il y a une espèce de pari à mettre en place quand même, avec l'accord du producteur, avec un surcoût, donc des économies à faire par ailleurs, parce que le surcoût, il doit être absorbé par le producteur qui veut quand même rester dans son devis de fabrication. Donc, il y a une espèce de consensus à trouver entre la mise en scène, les exigences artistiques, les économies à faire pour financer tout ou partie, en tout cas, le surcoût lié au Covid. Ali, tu peux peut-être du coup nous donner aussi ton point de vue en tant qu'assistant réalisateur, le casse-tête permanent des plans de travail va être celui de combiner préconisation, risque sanitaire, disponibilité des comédiens, les équipes qui doivent se croiser le moins possible, etc., les journées qui vont être plus longues. Oui, moi j'ai pas de cas concret parce que je suis pas en reprise, donc, mais c'est vrai que ce qui est un peu ressorti de nos discussions et aussi des discussions qu'on a eues avec des gens qui allaient reprendre, etc., c'est que bien évidemment, il va avoir un impact sur en termes d'allongement du temps de tournage. Après, il est difficile à quantifier. Déjà, ça dépend, enfin, les films sont différents et puis même à l'intérieur d'un tournage, les journées sont différentes. Si on tourne énormément, enfin, quand on tourne dans des petits décors ou dans des décors en extérieur avec voilà, les journées sont différentes, donc l'impact sur les journées va être différent en fonction de ce qu'on tourne. Mais ce qui est vraiment revenu, c'est que on sait très bien que les productions ne vont pas pouvoir absorber les surcoûts dans tous les sens qu'il va y avoir. Il va falloir travailler à être plus efficace. Et pour pouvoir être plus efficace, on a insisté, en tout cas dans les réunions qu'on a eues, à aborder les choses le plus en amont possible. Et il vaut mieux investir dans le temps de préparation et dans des préparations efficaces pour pouvoir gagner justement minimiser l'impact sur le temps de tournage. Il y aura un impact sur le temps de tournage, mais on peut minimiser et essayer d'être plus efficace. On peut envisager d'être beaucoup plus dans l'anticipation sur une journée, par exemple, ce qu'on fait quasi systématiquement en télé et qu'on ne fait pas toujours en long métrage, c'est-à-dire toujours avoir
avoir deux plateaux préparer un plateau pendant qu'on tourne l'autre pour pouvoir anticiper les choses. Voilà, ce qu'on fait souvent pour prélighter un décor, etc. Mais pas, voilà. On a, oui. Je disais, d'un côté, du coup, on dit qu'il faut effectivement, entre guillemets, alléger au maximum les équipes pour qu'il y ait le moins de personnes possible dans l'équipe et que ce soit le moins complexe à gérer d'un point de vue sanitaire. Et en même temps, rallonger le temps de travail, voire même peut-être doubler les équipes. Donc, est-ce que vous pensez, du coup, qu'on va avoir des équipes de tournage plus petites en termes d'effectifs ensemble, mais pour autant des équipes qui resteraient toujours aussi denses? Personnellement, je pense qu'il faut, quand on parle de réduire, c'est réduire principalement le nombre de personnes en même temps qui travaillent en même temps sur un lieu donné par rapport à la distanciation. C'est ça l'essentiel. Et ça, effectivement, ça a un impact sur le temps de tournage, c'est-à-dire sur le temps de tournage, parce que forcément, sur un décor, on va presque fonctionner comme on fonctionne quand on tourne une scène de voiture ou dans une salle de bain où tout le monde ne peut pas intervenir en même temps dans différentes zones du décor parce que voilà, il faut qu'on respecte un minimum de distanciation. Maintenant, moi, je pense que je sais pas, je n'ai pas d'expérience encore des tournages qui ont repris, mais si on réduit et qu'on élimine des postes qui permettent d'être plus efficaces, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Effectivement, il faudra réduire à l'instant T le nombre de personnes présentes sur le plateau en faisant en sorte que les gens interviennent les uns après les autres plus encore qu'aujourd'hui, mais pas dramatiquement au niveau de l'équipe de tournage. Après, ça dépend bien évidemment des postes. Mais parce qu'en réduisant l'équipe, on risque de rallonger la cadence du tournage en éliminant des postes qui, voilà. En ce qui me concerne, par exemple, la masse salariale n'a pas baissé du film. Voilà. C'est-à-dire que ça reste légèrement supérieur même pour des raisons Covid, mais c'est réparti un peu différemment sur une durée plus longue ou en tout cas plus d'heures et réparti un peu différemment. Par exemple, pour diminuer le nombre, c'est vraiment le nombre de personnes dans une pièce qui pose vraiment problème. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se mettre à 20 dans une chambre, là, ça ne va plus être possible. Donc, c'est vrai qu'il faut déporter et techniquement, on peut faire des choses, mais à la fois aussi, il faut réduire un petit peu la présence. Mais ça veut dire que moi, j'ai beaucoup parlé avec le chef opérateur pour faire des pré-lights, avoir des systèmes de mise en place de lumière qui soient moins pointus peut-être et moins en tout cas dans le décor, mais mettre plus à l'extérieur. Donc il y a un travail sur la lumière. J'évite aussi, j'aimerais bien supprimer les combos, c'est-à-dire n'avoir qu'un seul combo, uniquement pour la script, l'assistant réalisateur, le réalisateur, de ne plus avoir de combos déportés, de prendre un peu plus de temps pour faire appel pour les raccords. Enfin voilà, il y a une mécanique à mettre en place sur le plateau qui sera un peu différente. Je pense que sincèrement, il faut qu'on change un petit peu nos méthodes de travail. Et on ne peut pas uniquement mettre des masques et se laver les mains et faire des tests et faire des prises de température et manger, faire plus de voitures, ça ne marche pas. Certainement, il faut qu'on change de méthode de travail un peu à la marge et que chacun prenne conscience de ça et qu'on prenne un peu plus de temps. Je pense qu'il faut un peu plus de temps. Et je rejoins Ali, il y a le plan de travail qui est en train de faire l'assistante. C'est pas très simple parce qu'on ne rajoute pas 2 jours comme ça. Peut-être que ça sera 1 jour et quelques heures. Et voilà. L'autre problème aussi, c'est qu'on a des comédiens permanents, puis on a des comédiens qui vivent et qui reviennent. Et ça, c'est un gros souci. Et ça, je n'ai pas de solution. C'est-à-dire que le plan de travail que j'avais fait précédemment, à la veille du tournage, tenait compte de planning de comédiens qui se faisaient au chausse-pied. Et ça, les assistants, on leur dit toujours, il faut faire rentrer des comédiens qui sont au théâtre le soir, ça ne sera plus le cas, mais qui sont sur d'autres tournages, qui ont des transports, qui ont de la peu synchro. Comment on va faire ça? Je ne sais pas. Comment on fait qu'un comédien qui a 3 jours ou 4 jours et qui revient 3 fois, parce qu'il est dans 3 décors, et qui va sur d'autres décors, sur d'autres plateaux. Ça, c'est vrai que c'est un vrai casse-tête. Est-ce qu'on essaye de faire un plan de travail uniquement, prioritairement, pour essayer de regrouper les cachets? Ça, je ne sais pas non plus, pour le moment. Alors, il y a un comédien qui demande ce qu'il en est de la question des répétitions. C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que les répétitions sont possibles avant le tournage? Et comment elles sont envisagées? Moi, personnellement, le casting aussi, peut-être. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que les comédiens puissent répéter en amont du tournage, dans des pièces aérées, pas forcément avec des masques s'ils sont à plus d'1 mètre, pardon. Moi, j'ai un réalisateur qui me dit, moi, je ne fais pas répéter les comédiens avec des masques.
Moi, je ne mets pas hors champ le comédien qui donne la réplique avec un masque. Voilà. Il dit, ça se joue dans les regards, ça se joue dans la, voilà. Ça se joue pas avec un partenaire qui est masqué. Du coup, peut-être que Thomas et Corinne, vous pouvez nous parler de Compagnon qui est en préparation très active en ce moment. Comment est-ce que vous avez commencé à réfléchir, notamment le plan de travail? Est-ce que celui qui était prévu initialement en mars a été complètement remanié? Qu'est-ce que vous avez pris comme critère peut-être de priorisation, s'il faut mettre des prioritaires pour ce nouveau plan de travail? Et puis ensuite, en termes justement de décor, de régie, d'organisation, où est-ce que vous en êtes? Alors, J'ai commencé hier, donc je ouais, ne sais pas grand-chose. D'accord. Et je découvre au fur et à mesure ce qui a été préparé et ce qui va devoir être repréparé, mais autrement. Donc, ça demande évidemment de l'ingéniosité. Et je pense que Thomas a ne réfléchi. manque pas d'ingéniosité. Voilà. Non, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait on recense les décors qui subsistent, déjà qui nous donnent leur autorisation, des décors qu'on avait déjà repérés, qui étaient en place, qui étaient en cours de contractualisation. Donc, c'est un premier boulot qui est mené principalement par la régisseur générale, Florence Tanguy. Là, elle a fait à peu près le tour. Elle a eu un retour sur, on va dire, plus de la moitié des décors. Il se trouve que ces retours sont très majoritairement positifs. Donc c'est une première étape. Après, on a fait le choix avec les producteurs de faire appel à une société qui se spécialise, qui apprend avec nous, mais qui a un certain degré d'habilitation. En l'occurrence, c'est la société Sequoia, qui s'occupait plutôt des coprods et qui, avec le soutien du groupe CARE, qui est spécialiste des questions médicales, propose de l'élaboration de protocoles sanitaires. Donc, on avance pas à pas. J'ai commencé à travailler avec cette société, donc Sequoia, pour des recommandations d'ordre général. Et puis, on va étudier décor par décor le processus, enfin, c'est ce que disait Alain tout à l'heure, on prend décor par décor et puis modestement, on essaye de se dire, est-ce que premièrement, ce décor est possible en période de Covid, et deuxièmement, si on estime qu'il est possible, moyennant une organisation sur mesure, qu'est-ce que ça nécessite comme occupation d'espace, comme processus d'accès au lieu. Donc ça, c'est une démarche qu'on est en train d'entreprendre en ce moment. En ce qui concerne le plan de travail, nous, on a fait le choix, le plan de travail par rapport à celui qui aurait été actif dans le cas d'un tournage le 23 mars. Effectivement, on en change, pas forcément radicalement, parce qu'on essaye de prendre en compte les souhaits de la mise en scène, les souhaits du réalisateur. On essaye de conserver une certaine logique de mise en scène là-dedans. Mais néanmoins, on a choisi de commencer par les décors qui sont probablement les plus Covid compatibles. C'est-à-dire, c'est des décors qui sont relativement grands, dans lesquels on a relativement peu de personnages, comédiens et figurants. Et ces 2 premières semaines de tournage vont être un peu une période test pour nous. Moi, j'ai pas encore demandé à l'assistante mise en scène d'impacter réellement le temps de tournage ou le temps de travail collectif. On est déjà dans une réflexion de protocole, c'est-à-dire décor par décor, comment est-ce qu'on entre, comment est-ce qu'on éclaire, comment est-ce qu'on tourne. Parce que je pense que ça, métier par métier, le temps de travail est pas impacté de la même manière. Donc on va un peu apprendre en faisant, en respectant un socle minimum de précautions. Mais on va un peu apprendre en faisant. Donc moi, je suis à 2 semaines et demie, un peu moins de 3 semaines de ce tournage supposé. Et comme le disait Alain tout à l'heure, ou Ali un peu avant, le 3 semaines, ça a l'air très court, mais en fait, dans la période qu'on vit, c'est une ère géologique. On va apprendre beaucoup de choses et on va s'adapter chemin faisant. Donc, moi, j'ai pas de réponse à toutes les questions qui sont posées. J'ai beaucoup de questions qui se posent, et déjà, je pense que se poser les bonnes questions et sélectionner les bonnes questions à se poser, c'est déjà en partie y répondre. Je pense qu'il n'y a pas de doctrine globale.
ni plus d'équipes, ni moins d'équipes, ni plus de temps, ni moins de temps. Je ne crois pas du tout à cette doctrine globale qui s'adapterait à tous les projets. On ne tourne pas de la même manière un film d'Alain Guiraudy contemporain dans le Tarn qu'on tourne un film d'époque de Roman Polanski, moitié studio, moitié décor naturel dans Paris. C'est deux types de fabrication totalement différents. Et leur réponse au Covid, c'est ce deux types de production il y aura des points communs, mais il y aura des différences majeures. Moi, je fais un film contemporain qui se passe dans beaucoup de décors avec pas mal de personnages. Donc, je me pose les questions qui sont liées à ce contexte-là. Et on y répondra pas à pas. Alors, encore une fois, en prenant dans le plan de travail les décors et les situations de tournage qui sont les plus Covid compatibles. On ne commence pas par nos relativement grandes séquences de figuration. On ne commence pas par les séquences qui se passent dans des voitures. On ne commence pas par les séquences qui impliquent des personnes âgées. On ne commence pas par des séquences qui impliquent des décors extrêmement exigus avec peu d'accès, typiquement des appartements en plein milieu de la ville ou en plein milieu de la cité, où les espaces sont exigus, où il y a des parties communes avec beaucoup de locataires ou de propriétaires qui sont impliqués. On les remet un petit peu plus loin parce qu'on se donne le temps de se dire est-ce qu'on sait travailler dans ces circonstances pour protéger à la fois le tournage, mais à la fois aussi les personnes extérieures. Yann a parlé de quelque chose tout à l'heure qui me paraît assez saisissant. On s'empare de la question du Covid, nous, professionnels, en se protégeant. Mais effectivement, dans les repérages, Yann, il va voir des propriétaires. Bon, il m'a décrit les étapes de repérage en question, on en a parlé, ça ne m'étonne pas beaucoup, mais on a un rapport à l'extérieur. Nous, notre exigence, c'est de montrer qu'on prend en compte la question du Covid en nous protégeant et en montrant qu'on s'empare de la question et qu'on a des idées de protocole sanitaire. Mais les gens qu'on rencontre, parce que c'est leur ressenti personnel, parce que c'est leur expérience, n'ont pas nécessairement cette même expérience. Donc, ils peuvent arriver démasqués, proposant de serrer la main. C'est à nous d'établir ce standard et c'est à nous de mettre en place cette mécanique. Donc, encore une fois, on peut faire beaucoup de projections et c'est le propre des directeurs de production, des assistants réalisateurs, des régisseurs généraux et adjoints. Mais en fait, c'est que dans le cas d'espèce qu'on arrive à déterminer une doctrine. Et je pense que pour ça, la moins mauvaise manière de procéder, c'est de conserver notre expertise de techniciens, mais de s'adjoindre aussi les services de personnel qui sont plus habilités que nous d'un point de vue organisationnel ou sanitaire dans ces périodes-là, et d'écouter leurs conseils, d'écouter leurs recommandations et de réadapter nos méthodes de travail. Je pense, comme Alain, qu'on doit changer pas radicalement nos méthodes de travail, mais on doit être ouvert à la possibilité que nous n'avons pas la méthode de travail absolue qui nous permet de répondre à la situation présente. En fait, au fil des rencontres qu'on a faites entre associations, s'est formé un peu ce récit et cette analogie que je trouve assez pertinente. Tourner en période de Covid, c'est comme tourner dans un pays étranger. Bon, Ali connaît bien ça, il a fait beaucoup de films à l'étranger. Moi j'ai fait pas mal de films à l'étranger, dans des pays très, très différents. Et en fait, quand on commence à tourner à l'étranger, on rentre dans des méthodes de travail différentes. Et nous, Français, n'avons pas nécessairement la meilleure méthode de travail. On sait comment fabriquer d'une certaine manière et on s'amène en exigeant ça, mais en fait, on s'adapte. On s'adapte. La première des choses, c'est qu'on doit comprendre comment fonctionnent les cinématographies étrangères et les équipes étrangères, et on essaye de s'adapter, de prendre le cas d'espèce, la situation de tournage, comment est-ce que tu fais dans telle situation. Ça va de comment tu gares tes camions, à quelle heure tu convoques telle personne, jusqu'à telle personne, est-ce que tu lui files une loge, est-ce que tu lui files pas de loge, qu'est-ce que tu fais entre les prises, etc. Et toutes ces questions, on doit se les reposer sur nos tournages. Et se surajoute à ça que la situation va être extraordinairement évolutive. Nous, on a un plan de travail pour revenir au film Compagnon qui doit commencer le 22 juin et se terminer vers le 10 août. Je suis assez persuadé qu'entre le 22 juin et le 10 juillet, notre appréhension des questions qui se posent à nous va évoluer et va changer. Et il faudra être alerte
et alléger certaines contraintes, ou au contraire resserrer la vis parfois sur des comportements et sur des process qu'on n'avait pas identifiés comme absolument nécessaires. Et ça s'adaptera au décor et à l'environnement global. Je pense par exemple, je ne vais pas rentrer dans des détails absolument fastidieux, mais je suis par exemple pas persuadé que la désinfection des lieux soit la clé de la maîtrise du Covid. Je pense que c'est un écran de fumée, la question de la désinfection des lieux. Je pense que, en tout cas, à l'heure qu'il est, moi, je diffuse auprès des producteurs et auprès de l'équipe qui commence à repréparer la doctrine suivante, c'est que nous devons considérer que la totalité des lieux dans lesquels on travaille sont infectés et qu'il est impossible et même contre-productif d'essayer de désinfecter en permanence. Le vecteur de transmission de cette maladie et le réceptacle de cette maladie, c'est l'être humain. Donc, gestes barrières, protection individuelle et conscience. Et effectivement, ça n'empêche pas qu'on peut désinfecter régulièrement les poignées de porte ou les surfaces sur lesquelles on travaille. Là, je pense dans la phase de préparation. Mais d'en faire une obsession, c'est se détourner du vrai problème qui est que la maladie se transmet dans ma sphère ORL, donc je dois éviter les contacts de ma sphère ORL avec des lieux potentiellement infectés ou des parties de mon corps qui sont potentiellement infectées. D'où la nécessité de prendre conscience que le b.a.-ba en fait nous protège extrêmement bien. Se laver les mains, porter des masques, maintenir autant que faire se peut la distanciation sociale, gérer les flux, ne pas se croiser dans des couloirs exigus, prendre un petit peu plus de temps, laisser passer la personne. Et ça nous sauvera. Ça nous garantira une plus grande sécurité. Je suis assez dubitatif sur la question de la désinfection du matériel de tournage. Je pense pareil, mais j'en discuterai avec les assistants caméra, les électros, les machinaux, l'accessoiriste de plateau. Je pense que la désinfection des accessoires de jeu est nettement plus importante que la désinfection des matériels. Donc voilà, toutes ces questions, on va se les poser, on va essayer de résoudre les questions avec l'équipe et on va adopter une doctrine qui sera fondée sur un consentement mutuel et réciproque. Et moi, ma croyance, encore une fois, on est de l'ordre du leap of faith, de la profession de foi. Ma croyance, c'est que il vaut mieux ne pas se donner 25 règles à suivre absolument. Il vaut mieux se donner les 4-5 règles qui nous sont recommandées dans la vie de tous les jours et les appliquer strictement et sans aucune dérogation. Et puis après, s'adapter au cas d'espèce. Désinfection d'un lieu, dans un espace de 250 mètres carrés où il va y avoir plusieurs interventions d'équipe, je ne pense pas. En revanche, dans la désinfection des lieux, peut-être dans des appartements qui ont été occupés avant notre passage et qui seront occupés après, peut-être que ça vaut le coup sur des espaces plus exigus qui sont plus maîtrisables. Ben voilà, toutes ces questions, on va se les poser et par consentement de l'équipe, on va essayer de trouver des réponses à ces questions. T'entends pas, Pauline, hein? Je disais merci Thomas. Il y a des questions, notamment sur les autorisations de tournage, en l'occurrence à Nantes ou dans d'autres villes. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous, en amont notamment de ce webinaire-là, on a contacté un certain nombre de villes de la région qui sont, en tout cas pour toutes celles qu'on a contactées, ouvertes et prêtes à délivrer de nouveau des autorisations de tournage. Elles étaient pour la plupart dans l'attente du guide de préconisation qui maintenant existe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et par le biais du ministère de la Culture et du CNC, il y a un pont qui a été fait avec le ministère de l'Intérieur et qui justement a donné un certain nombre de recommandations aux préfectures pour que justement que les mairies et les préfectures soient plutôt ouvertes et positives sur l'accueil du tournage de manière générale en France. Il y a encore quelques villes en France, je crois, qui sont encore plutôt frileuses. Ce n'est pas des refus, c'est plutôt des craintes. Mais en tout cas, sur Nantes, les choses sont plutôt positives. D'autant plus que je pense que ce qui concerne Nantes concernera d'autres villes. Quand les avons contactés, ils nous ont informé que notamment tous les travaux qui étaient prévus sur la voie publique, dans l'espace public qui étaient prévus pendant cette période de confinement, vont reprendre. Et il est surtout question d'essayer de rattraper au maximum ce calendrier. Donc,
une reprise des travaux à partir de mi-juillet, par exemple, pour Nantes. Donc, ils nous ont déjà indiqué un calendrier de mi-juillet à mi-octobre qui va être très, très, très chargé en termes de travaux en extérieur dans Nantes. Donc, voilà, ça fait partie des choses des éléments extérieurs qui vont conditionner un certain nombre de choses et de tournages. Après, Thomas, je sais que Florence a eu la mairie de Nantes. Je ne sais pas si tu les as eu en direct, mais en tout cas, ils sont plutôt positifs. Déjà, ils nous ont accordé l'autorisation de tournage pour le chantier de la basilique. Je ne me souviens plus du nom de la basilique, mais j'ai été la voir plusieurs fois, qui évidemment est bien du diocèse, mais le maître d'œuvre des travaux est la ville de Nantes, même la métropole nantaise. Et le fait que l'autorisation de tournage nous ait été accordée en la circonstance montre un signal plutôt extrêmement positif pour les autres tournages dans l'espace public. Mais évidemment, à raison qu'on se montre vertueux. Hein. Il a fallu montrer patte blanche, et c'est bien compréhensible. Avant d'obtenir cette autorisation, il a fallu montrer qu'on s'était emparé de la question de la maîtrise de la propagation du virus dans notre équipe et vers l'extérieur. Mais j'ai pas eu d'update récent dans les dernières heures sur la doctrine de la mairie de Nantes, mais j'ai l'impression que ça s'ouvre assez favorablement et je remercie la mairie de Nantes. En tout cas, nous, on organise vendredi matin une réunion justement avec les services techniques d'une 50aine de villes de la région pour justement leur présenter un petit peu les grandes lignes du guide de préconisation, parler justement de responsabilité. Hein, eux, c'est leur grosse crainte, c'est la responsabilité sanitaire sur l'espace public. Donc voilà, on a invité une 50aine de services techniques de villes de la région pour en discuter vendredi matin. Et l'idée, c'est évidemment de les rassurer au maximum pour que tout reprenne le mieux possible. J'ai par exemple eu la semaine dernière Noirmoutier au téléphone, puisqu'une fiction télé était en cours à Noirmoutier. Il semblerait que le producteur de lui-même soit plutôt parti sur un tournage qui reprendrait à la fin de l'été, parce que évidemment, tourner à Noirmoutier en plein été, sachant que ce rayon de 100 km est élevé pour tout le monde et que, voilà, que la filière touristique a évidemment besoin des vacanciers partout, tourner à Noirmoutier en plein été, ça risque de relever plutôt du défi que de quelque chose qui est imaginaire. Donc voilà, en tout cas, sur le terrain, les autorisations de tournage sont et seront délivrées. J'aurais bien aimé que Corinne nous parle un peu justement de la régie, mais elle est au téléphone, justement, elle est certainement en train de régler des choses pour Compagnon. Notamment cette histoire cette histoire de cantine, Corinne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui peut exister comme solution du coup pour vous? Écoutez, les solutions, elles se trouvent. On a l'habitude à la régie de trouver des solutions pour tout et n'importe quoi. Après, faut-il avoir le temps? Et là, en l'occurrence, c'est effectivement les interdictions potentielles de mettre des barnums en fonction des lieux et des communes peut nous jouer des tours. Et la problématique, généralement, on se rapproche de salles polyvalentes ou de lieux accueillant du public qui, eux aussi, vont être contraints de nous imposer leurs règles sanitaires, puisque eux aussi sont, à l'heure actuelle, dans l'interdiction d'accueillir du public. Donc, est-ce que oui ou non, ils vont répondre favorablement à accueillir notre équipe? Voilà. Il n'y a pas de décision fermée en ce qui concerne notre tournage actuellement. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé hier, donc soyez un petit peu indulgents sur ma connaissance de ce qui va se faire et ce qui va se dérouler. Je rejoins totalement les autres participants. Ça va être évolutif et il y a forcément des moments où on va demander à notre équipe de faire des compromis, d'être un petit peu plus loin que d'habitude en les prévenant. En leur disant qu'on va devoir scinder l'équipe en deux pour déjeuner parce que le lieu se trouve être plus petit. Et tout ça, ça va être en collaboration avec notre équipe pour que ça se passe le mieux et qu'on anticipe le mieux au jour le jour les problèmes, quoi. Voilà. Mais c'est certain que faire manger une équipe dans un restaurant me semble
moins pratique et moins sanitairement, enfin moins Covid, que de gérer un lien particulier et briefer une équipe de cantine pour leur impliquer des règles sanitaires précises pour qu'ils puissent prendre soin de nous, de notre régime alimentaire et de nos conditions d'hygiène en fait. Donc, voilà. Alors, je peux rebondir sur ce que dit Corinne parce qu'on est en train d'étudier la question avec donc, notre partenaire Sequoia et on a entamé la discussion avec Florence, régisseur général, mais évidemment, on va en parler aussi avec Corinne et avec l'ensemble de l'équipe régie. En fait, plus généralement, la restauration, ça pose deux problèmes. Enfin, en période de Covid, c'est une question de gestion des flux, une question de promiscuité. Donc, le premier impératif, et qui est plutôt chez le prestataire cantine, enfin qui échoue plutôt au prestataire cantine, c'est de rompre avec l'habitude plus ou moins répandue qui est des buffets en libre service. En fait, on doit individualiser le petit pack nourriture qui est fourni aux techniciens pour éviter la multiplication des contacts. Ça, c'est une première chose. Donc, une première exigence qu'on a vis-à-vis du prestataire cantine, c'est qu'elle soit en mesure de fournir des plats individuels qui évitent les rapprochements. Deuxième chose, c'est justement la question de la distanciation. Donc, un Barnum cantine moyen, on va dire, il accueille 40 personnes avec 5 ou 6 tables de 6 à 8 personnes qui sont espacées d'environ 20 cm les unes les autres. Il est évident que même avec des distributions de plats individualisés, c'est absolument pas une situation qui est Covid compatible. Donc, il faut mettre moins de monde dans le même espace, ce qui revient à la question de la gestion du temps. Nos conventions collectives, qu'elles soient audiovisuelles ou cinéma, nous invitent, nous obligent à ménager 1 heure de pause, a priori pendant le repas, 1 heure de pause pour chacun des techniciens. En revanche, on peut envisager, sans rompre avec les conventions collectives qui font loi, que le temps de la restauration, sur cette heure de pause, ce soit une demi-heure dans un lieu imposé et dans lequel on peut respecter les distanciations sociales. À charge pour chacun de vaquer à ses occupations pendant la demi-heure lui restant de pause. Donc ça, c'est une des solutions, comme le suggérait Corinne, de séquencer avec plus de rigueur qu'on le faisait avant l'accès à la restauration. Après, il y a une situation qui est inverse, la question peut être résolue par l'espace. Effectivement, si une équipe comme celle qu'on va être sur Compagnon, c'est-à-dire en moyenne entre 30 et 50 personnes, disons une quarantaine de personnes à nourrir chaque déjeuner, si la situation le permet, on peut déjeuner dans un gymnase. Pour l'instant, l'état de nos décors, ça me paraît assez farfelu, mais voilà, les solutions qui sont à l'étude, elles sont de cet ordre-là, encore une fois, en respectant la question de la gestion des flux et de la distanciation. Et on trouvera une solution cousu main en fonction de notre prestataire et des lieux dans lesquels on tourne. On peut peut-être faire un petit tour sur le chat, parce qu'il y a pas mal de questions. Peut-être c'est aussi une question pour Thomas sur la question de la responsabilité légale du directeur de production. Quid de la responsabilité légale du directeur de production? Est-ce que Thomas ou un autre intervenant peut nous répondre sur le sujet? Alain, j'ai beaucoup squatté le temps de parole. Alain, si tu veux répondre, à toi. Si je réponds à 2-3 petites questions en même temps. La responsabilité légale du directeur de production, il est employé par le producteur. Donc la responsabilité légale, c'est le producteur qui l'endosse en tant que chef d'entreprise et producteur. Après, bien évidemment, sur le plateau, le représentant du producteur, c'est le directeur de production, donc il a sa part de responsabilité dans l'évaluation des risques en ce qui nous concerne et dans les moyens mis en œuvre. Il y a l'obligation de moyens, etc. L'évaluation du risque en temps normal, c'est quelque chose qu'on maîtrise relativement bien sur les risques inhérents à un décor,
etc. Là, le risque lié au virus est quelque chose de beaucoup plus insaisissable. Notre responsabilité, la celle du producteur, elle est compliquée quand même à mettre en cause si toutefois on était défaillant complètement sur le fait qu'on n'ait rien mis en place contre le coronavirus. Il n'est pas du tout évident pour un technicien ou un comédien de mettre en cause un producteur parce qu'il est positif alors qu'il est allé aussi dans d'autres lieux, il a pris des transports, etc. Mais la responsabilité légale du directeur de production, normalement, demain me dira si je me trompe, elle ne peut être mise en cause que si le producteur met en cause son directeur de production sur le fait qu'il y ait eu des manquements en son absence. Au directeur de production de tenir informé bien évidemment le producteur. On a une petite procédure à mettre en place pour avoir une traçabilité des moyens qu'on a mis en place contre le coronavirus si toutefois on est mis en cause. Et la deuxième chose, c'est que le directeur de production, en l'absence du producteur qui est rarement sur le plateau, doit aussi tenir informé la production régulièrement des moyens qu'il met en cause et des décisions qu'il prend. Ça, c'est une première chose. J'ai vu 2-3 petites questions aussi, comme ça, que j'ai pris à la volée. Sur le côté hypochondriaque des comédiens, j'ai dit tout à l'heure, tout le monde a un rapport, effectivement, à la maladie qui est, comme le disait Thomas, qui est différent. Donc, ce n'est pas plus les comédiens que les techniciens. Sauf que c'est le comédien, quand même, sur le plateau qui prendra le plus de risques, étant donné qu'il tournera sans masque. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviens et qui reste un point d'interrogation, c'est l'attitude des comédiens et du réalisateur vis-à-vis des risques et de la façon dont chacun a ressenti cette période et comment il se sent. Voilà, moi j'ai un comédien qui est pas très ravi de tourner sans masque à moins d'un mètre, voilà, et qui est pas du tout ravi de voir à un certain moment dans certaines scènes embrasser quelqu'un. Pour le moment, je ne sais pas comment on va faire, ça c'est une vraie question. Dans le désordre, hein, j'ai vu une autre question aussi sur le fait, ça c'est pour les techniciens qui demandaient si ils allaient avoir des contrats à la semaine. Ça c'est pas possible. Voilà, il faut arrêter ce genre de choses. Vous avez des contrats, pour le film et pas à la semaine, rassurez-vous. Dans les petits aménagements que moi je préconise, hein, c'est une réflexion, ça je rejoins aussi Thomas, c'est évolutif, c'est partagé, c'est un échange, c'est une force de proposition. C'est par exemple les intérieurs voitures, je ne vais pas les faire en roulis comme on les fait en intérieur voiture, mais fort probablement je vais les faire en fond vert. Ce qui m'évite de mettre, donc j'aurai 2 comédiens à l'intérieur d'une voiture, vitre aérée, équipe technique à l'extérieur. C'est une autre technique, c'est une autre approche artistique aussi, mais je pense que c'est plus, comme on dit, Covid compatible. Petit détail aussi sur lequel moi je souhaite que l'on réfléchisse, c'est la charge virale sur les surfaces qui, bon, pour le moment on discute pas mal, mais la présence du virus c'est quand même relativement fragile, est enveloppée, et donc la déco, j'envisage pour le moment d'obliger la déco à livrer les décors finis la veille, un minima, sans intervention le jour même, sans livraison d'accessoires le jour même, de telle façon à ne pas... C'est comme un peu un bloc opératoire, si on peut, hein, c'est qu'on ne fait pas rentrer au dernier moment dans un endroit qu'on estime sécurisé des éléments extérieurs. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de répartition d'une équipe, une mode de fonctionnement d'équipe du plateau un peu différente, et de faire en sorte qu'à la périphérie, il n'y ait pas de contact permanent du HMC qui rentre et qui sort, de même qu'on n'apporte pas au dernier moment un accessoire qui manque. Et je pense qu'il va falloir qu'on prépare un peu différemment les choses en amont. Voilà. Et en aménagement, une fois de plus, moi je fais le tour des décors la semaine prochaine, parce que je pense que je vais avoir des soucis dans certains endroits, dont une ferme, où on ne peut plus se contacter d'avoir 2 toilettes, ça c'est pas possible, donc je vais faire voilà, de l'infrastructure. Et aussi pour la cantine, mon souci c'est que sur certains décors, forêts, etc., on déporte la cantine assez loin avec des navettes. Et ça, je pense que ça, par contre, ça va être un peu compliqué à gérer. Et donc là, il va falloir qu'on imagine autre chose de telle façon à pouvoir déjeuner, en tout cas, au plus proche du plateau, pour pas que les gens ont des transports à faire. Voilà. Il y a des petites contraintes en fonction, chaque film est différent, chaque situation est différente. Et il faut avoir, ça je suis assez d'accord, moi j'ai fait un petit papier en 10 points de réflexion et non pas, voilà, pour réduire et qu'on se mette bien d'accord. Parce qu'en fait le problème, on va se retrouver sur le plateau, c'est qu'on va nous dire, c'est comme quand on tourne sur le trottoir en repérage, on dit on va tourner sur le trottoir avec 2 comédiens, la caméra va rester sur le trottoir. Puis au haut du tournage, la caméra se retrouve un petit peu sur la chaussée. Et là on met 2 cônes et on nous appelle, on dit bon, une fois sur 2, on dit ça va. Sur les conditions Covid, c'est pas sur la chaussée ou c'est pas, on ne sait pas où ça se passe. Donc on va être souvent confronté à la demande de la mise en scène, à devoir faire des choix, de dire ben, ça c'est pas possible, ça c'est possible. Donc c'est vrai qu'il faut, je pense, réduire le nombre de points importants et sur lesquels on ne dérogera pas. Voilà. Comme par exemple, dans le plan de travail, je souhaite et j'insiste
pour qu'il n'y ait pas de changement de décor dans la journée. Parce que ça veut dire remballe, ça veut dire tout le monde dans les voitures, dans les camions, etc. Ça, je pense que ce n'est pas possible. Donc, il faut mieux faire peut-être une journée allégée et une journée plus large le lendemain, mais ne pas, entre guillemets, aménager. Pourtant, ce qui est assez plaisant à faire et assez efficace. Là, je pense que ça le sera moins. Donc, il y a tout un travail à faire de réflexion, de simplification et de tenir 4-5 points essentiels dans notre tête. Voilà. Il y avait justement quelques questions et quelques réflexions là dans le chat autour justement de l'écologie. On se dirigeait avant cette pandémie vers justement une tendance qui était plutôt à l'éco-responsabilité sur les tournages. On a même en région organisé un certain nombre d'événements, de tables rondes. Sequoia est venu à plusieurs reprises, justement, Mathieu est venu nous en parler à plusieurs reprises. Est-ce que du coup, c'est des choses qu'il faut malheureusement perdre de vue aujourd'hui, ou est-ce que, par exemple, Sequoia, qui maintenant propose une nouvelle offre, est-ce qu'ils pourront articuler les deux ensemble? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est pas totalement exclusif l'un de l'autre, hein, le souci écologique et la préoccupation sanitaire. Il y a un truc assez marrant, c'est que dans le protocole général du ministère du Travail, on parlait pour individualiser les contacts avec les matériels ou avec les ressources, il était recommandé d'utiliser des bouteilles d'eau individuelles. Bah, nous, on dit non, absolument pas. Ben On oui, a des par gourdes. exemple. On a des gourdes et une fontaine. Et effectivement, là, en l'occurrence, il y a superposition et convergence des deux exigences, l'une sanitaire, l'autre écologique. C'est-à-dire que vous devez éviter le libre service et vous devez par conséquent individualiser les consommations. Bah, là, c'est tout trouvé, hein. Un point d'accès ou plusieurs fontaines qui sont sur l'espace de travail, et puis des gourdes individuelles qui sont sous la responsabilité de chacun et de chacune, qui sont les leurs, quoi, et qui ne seront pas partagées. Donc là, typiquement, on est dans une convergence des deux impératifs. Ça ne s'applique pas partout, évidemment, hein, mais par exemple, les protections individuelles, ben, les masques, ils ne sont pas forcément jetables. Ils peuvent être Lavable. des masques en tissu lavables. Seulement, il incombe à l'employeur et remplissant ainsi ses obligations de fournir le matériel aux techniciens ou aux comédiens, mais il appartient aux techniciens ou aux comédiens de laver son masque, de bien l'utiliser. Ça, c'est de sa responsabilité. Donc, les uns ou les autres vont se déterminer en fonction de leur appétence à être propre ou pas être propre. Moi, je vais laisser le choix aux gens. Je pense qu'assez rapidement, on va parler de masques jetables. Bon, je le regrette, mais au moins la possibilité aura été donnée. Une autre question, c'est celle des transports. Il y a quelques semaines, la question des transports en commun était rigoureusement proscrite. Moi, je pense que, enfin, et encore une fois, hein, je parle en mon nom personnel, hein, et éventuellement sur le tournage que je vais entreprendre. Je pense que les transports en commun, ils ne sont pas exclus à raison que tout le monde soit protégé. En fait, c'est finalement et malheureusement assez simple le process de propagation de cette maladie, le process de contamination. Si vous êtes, même en rompant avec la distanciation physique, si vous êtes tous masqués et que au cours du voyage ou après le voyage, vous ne vous mettez pas le doigt dans le nez sous votre masque après avoir touché la barre centrale à laquelle vous êtes accroché, il y a moins de 1,5% de risque de contamination. Donc les transports en commun ne sont pas exclus. Ils sont à bien gérer, c'est-à-dire, mais ça, c'est encore une fois, c'est presque du bon sens. Moi, j'habite à Paris, je prends pas les transports en commun aux heures de pointe quand je suis pas obligé. Je privilégie le vélo, la marche à pied, etc. C'est génial, il fait beau en ce moment, donc j'en profite bien, mais c'est le cas dans toute la France. Pareil pour les transports, on n'est pas obligé d'avoir des voitures individuelles. La production peut mettre à disposition des voitures qui sont occupées par une, deux, voire trois personnes si la protection qui est mise à disposition, la protection qui est proposée est adéquate. Il y a des vitres de séparation, il y a évidemment en premier lieu le port du masque, des désinfectants en spray aux huiles essentielles qui peuvent être proposés, et puis il y a des séparations qui peuvent être faites avant-arrière. Je ne sais pas si vous avez pris des taxis depuis quelques semaines. La plupart des taxis, en tout cas parisiens, sont équipés de vitres de protection entre le chauffeur et les passagers. Ça suffit. On se met dans des bonnes comment dire,
on minimise le risque de propagation du virus dans ces cas-là. Mais enfin, je pense, et d'ailleurs, ça surprendra peut-être mon camarade Ali, qui m'a vu évoluer au fur et à mesure des discussions qu'on a eues. Je suis parti d'une position assez maximaliste, mais depuis 4 semaines, et surtout depuis que j'étudie la reprise de ce tournage, je suis moins inquiet. Je suis toujours aussi vigilant, et je continuerai de l'être, sinon je ne serai pas responsable. Mais je suis plus. J'ai l'impression qu'on est plus en connaissance avec nos outils de protection, et plus en contact avec la réalité. Donc toutes ces questions, et la compatibilité des impératifs ou des objectifs de respect de l'environnement et de la sécurité sanitaire enfin voilà, il n'y a pas forcément d'incompatibilité. Il ne faut pas baisser les bras. Enfin, ça, c'est un engagement politique et personnel. Mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut se poser les bonnes questions. Il y a des moments où on pourra probablement pas éviter et je pense que le critère de santé publique est immédiatement plus, je dirais virulent, le terme est mal choisi, mais plus important pour les producteurs, pour les employés. Mais l'impératif et l'objectif de respect de l'environnement, il n'est pas exclu. Merci. Je vois que le temps tourne et qu'il est déjà midi. Donc, on va certainement bientôt devoir se quitter. Je pense qu'effectivement, comme vous le dites tous, le bon sens, la bienveillance et l'écoute feront que les choses, en tout cas que les films pourront de nouveau se tourner. En tout cas, on pourra pour bientôt retourner au cinéma. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Nous avons préparé... Excuse-moi, Pauline, juste une petite chose dont on n'a pas parlé, qu'on ne va pas parler très longtemps, c'est le référent Covid. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du référent Covid. Et juste pour vous dire, pour les techniciens, que vous avez donc un document, la DER, qui est obligatoire dans les entreprises, que vous pouvez lire et consulter. Cette DER doit intégrer la problématique sanitaire autour du Covid. Ça, c'est de la loi qui l'oblige, et c'est le producteur qui doit prendre ça en charge. Il y aura fort probablement une charte interne au tournage que vous pourrez consulter. Et la deuxième chose, c'est qu'il est proposé, et ça, l'évolution du référent Covid, pour rejoindre Thomas, change de semaine en semaine. Il y a un référent Covid sur le plateau qui sera là en permanence, que vous pourrez interroger, que vous pourrez aller voir. Si vous estimez que les conditions ne sont pas réunies, que vous n'êtes pas censé tout savoir, donc vous pouvez aller consulter cette personne. Normalement, elle est formée, elle est informée de tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit mettre en place au niveau sanitaire, et surtout la prise en charge de personnes qui auraient parce que voilà, qui aurait un peu de fièvre, etc. Il y a un protocole. Voilà. Cette personne, ce référent Covid, sera normalement, en ce qui me concerne, une personne. On a parlé au début de médecin, après de paramédical, maintenant de régisseur adjoint. Ça passera un petit peu, voilà. Mais c'est des personnes ressources sur lesquelles vous pouvez avoir. In fine, c'est toujours le directeur de production qui sera quand même un peu référent Covid et qui prendra la décision. Voilà. Pardonnez-moi. Merci Alain pour ces précisions. Effectivement, le référent Covid, c'est un point essentiel. Je me permets de convier Régine Catin, qui est toujours avec nous et qui a écouté le webinaire. Alors, j'espère juste que je vais bien m'y prendre. Régine. Oui, en effet, bonjour. Bonjour Régine. Bonjour, merci Pauline de me laisser la parole pour conclure en effet ce webinaire. Moi, je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié, j'ai tout entendu, j'ai tout suivi, j'ai pris quelques notes d'ailleurs très très intéressantes. Je remercie tous les intervenants parce que cette période très compliquée que vous êtes amenés maintenant à mettre en œuvre de manière différente, hein, on voit bien que ce problème qui est large, qui impacte tout le monde au niveau économique et culturel, vous impacte de manière très très particulière sur les tournages et puis sur tous les points de détail qui ont été évoqués. Je vous remercie vraiment parce que je crois que tous les invités, toutes les personnes qui ont pris la parole ont bien montré le degré de responsabilité aussi que vous avez, qui est votre marque de fabrique, hein, quand vous êtes au milieu de tous ces techniciens, tous ces comédiens, tous ces gens qui constituent ce tournage. Et bien entendu, il faut d'abord se responsabiliser et faire en sorte que chacun se sente en sécurité. Donc ça, j'ai bien compris que les attentes de chacun sont, ont
été entendus et il y a un certain nombre de moyens qui peuvent être mis en place, qui sont peut-être complexes, mais aussi relativement simples dans la mesure où chacun prendra ses responsabilités. Je vois qu'il y a aussi un certain nombre d'avancées dans les solutions qui sont proposées et vous n'avez pas fini d'imaginer. Donc, je vous souhaite bon courage à tous, surtout bon courage pour les prochains tournages, puisque, en effet, Compagnons ou d'autres films qui étaient prévus et qui continuent de se tourner ou qui vont être relancés sont des films importants sur lesquels la région a misé aussi. Donc, on a hâte de voir aussi ces tournages se continuer. Et puis, bien entendu, on sera aussi à vos côtés pour la sortie de ces films, comme à chaque fois. Vous dire aussi, pour compléter, que la région continue. Elle est aux côtés de toute la filière, puisqu'elle a maintenu les aides qui étaient prévues sur tous les dispositifs. On est aussi sur le maintien des calendriers pour les comités. Ça, on a tenu les comités en mars en visio, en audio. Et ce qui a permis de passer en CP de mai, ce qui était prévu. Et puis, on va continuer en juillet aussi. Donc, on est très attentifs. On continue, nous, le travail en région avec Guylaine et tous les lecteurs. Et puis, surtout, la région au sens large du terme a mis en place, vous pouvez le voir sur le site régional, mais ça, Pauline pourra vous le communiquer si vous en avez besoin, un certain nombre d'aides dans tous les domaines culturels. Donc, c'est un tout. Et le cinéma, on a hâte, bien entendu, de retourner. Moi, je vais y aller très vite, retourner dans les salles de cinéma dès qu'elles seront ouvertes, ne serait-ce que parce qu'on a le plaisir d'aller voir des nouveaux films qu'on attendait, qui devaient sortir. Et puis, soutenir la filière, parce qu'on sait très bien que c'est toute une vie qui doit reprendre autour aussi des salles de cinéma. Voilà, donc merci à tous. Je ne serai pas plus longue, mais en tout cas, ce webinaire était très intéressant. Merci Pauline et merci à tous ceux qui y ont participé. Merci Régine. J'ai oublié de vous dire qu'on avait préparé avec la plateforme un sondage, justement un petit sondage en ligne. On le lance. Normalement, ça s'affiche sur vos écrans. L'idée pour nous, c'est évidemment de savoir si ça vous a plu, si ça vous a intéressé et qu'est-ce qu'on pourra faire, voilà, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour vous aider au maximum à y voir plus clair et puis à faire en sorte que les tournages se passent le mieux possible. D'accord. Ben, je remercie aussi nos intervenants et puis tous les professionnels qui étaient présents. On va continuer de suivre cette situation qui évolue en permanence. Donc, on refera des points réguliers sur le sujet, évidemment, avec le BAT. Et je tenais aussi à vous donner une date, celle du 24 septembre, à laquelle on espère vous voir, puisque c'est la date de la rentrée de la plateforme. Donc, c'est notre journée professionnelle de rentrée. C'est une sorte de journée d'ouverture de saison pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel en Pays de la Loire. Évidemment, à cette occasion-là, on reparlera de la situation des tournages et de la reprise. Et voilà, ce sera l'occasion de fêter aussi tout ça ensemble et de se voir en vrai et en chair et en os. Yes. Moi, je me permets de vous rappeler que Film France a lancé une nouvelle base de données pour les techniciens et les comédiens qui s'appelle Film France Talent. C'est sur filmfrancetalent.com. C'est cette base de données qui remplace déjà un peu, mais qui remplacera à terme la base TAF que vous connaissez. Donc, n'hésitez pas encore plus maintenant qu'hier à vous y inscrire, à bien vous y inscrire en étant le plus précis possible, puisque, comme on le disait en préambule, la préparation des tournages repart et donc les sollicitations des productions aussi. Plutôt sur les équipes techniques pour l'instant qu'artistiques, mais en tout cas, les choses reprennent. Et puis, bien sûr, on vous tiendra au courant dès qu'on aura des informations plus précises sur les tournages qui vont repartir dans la région. On a toujours sur notre site internet Solutions Tournage Pays de la Loire la liste des tournages qui sont en préparation, qu'on n'a pas actualisé depuis le mois de mars, mais j'espère bien pouvoir l'actualiser en juin et bien sûr, on vous préviendra dès que ce sera fait. Merci à tous nos intervenants. Merci. Et merci beaucoup. à très vite sur un plateau.
Pauline. Merci, Merci, Pauline. bonne chance à tous. Bonne chance. Ciao. À très bientôt. Au revoir. Merci Au revoir. Régine. Au revoir. Au revoir.